Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette rentrée sur TV Liberté avec au programme quelques changements mais pas trop. J'avais plusieurs fois évoqué l'idée d'arrêter la petite histoire dans sa forme actuelle et de partir sur une autre formule, mais finalement j'ai choisi de poursuivre l'aventure en gardant le nom La Petite Histoire, auquel je suis très attaché, mais aussi et surtout le générique qui est ultra stylé. Je peux dire ça parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Pour cette rentrée donc vous retrouverez toujours La Petite Histoire, mais cette fois ce qui change c'est que ce sera en version thématique. Il s'agira maintenant à chaque fois de 4 épisodes à la suite sur un thème précis, par exemple les plus grands chefs de guerre, les grandes femmes d'État ou encore les plus grandes victoires. Voilà pour ces petits changements, c'est tout. Et comme j'ai décidé d'attaquer la rentrée très fort, eh bien on commence par la première thématique, celle de ce mois de septembre, à savoir les plus grands maréchaux de l'Empire. Ouais, ça va, j'ai pas pu m'en empêcher, je démarre direct sur un truc napoléonien. Mais quand j'ai dit que je voulais commencer fort, c'est pas une blague, puisqu'on attaque pour cet épisode avec Joachim Murat. Ouais, on dit Joachim, moi aussi je m'y ferai jamais, mais c'est comme ça. Pour commencer, et je pense que je procéderai comme ça pour chaque épisode, je vous fais une petite présentation de Murat rapidement et ensuite j'enchaîne avec ses grandes réalisations, ses grands exploits, et croyez-moi, il y en a. Joachim Murat, c'est d'abord et avant tout un parcours extraordinaire. C'est un simple fils d'aubergiste du Lot, dernier né d'une famille de 11 enfants qui se retrouve maréchal d'Empire, grand-duc de Berg et roi de Naples. Moi, j'appelle ça une start-up nation, franchement. Le pire, c'est que c'était plutôt mal parti puisque ses parents l'ont tout d'abord destiné à une formation ecclésiastique, mais il se fera virer, évidemment, et une autre fois, il a même été viré de l'armée, cette fois pour une mutinerie, vraisemblablement, et il a dû se résoudre à faire épicier à Saint-Céré. Voilà. Après, j'ai rien contre les épiciers, hein, c'est pas ça le problème, mais là, ça colle pas, franchement. Le fils d'aubergiste devenu épicier à Saint-Céré, disons que c'est pas incroyable niveau biographie. Enfin voilà, il part de rien du tout, il fait ses preuves dans l'armée et gravit les échelons de par son courage exceptionnel et il rencontre un certain général Bonaparte qui va l'embarquer avec lui et sa destinée. Connaissez la suite, Murat devient maréchal d'Empire en 1804, prince, grand-duc, puis roi de Naples en 1808. Il est un chef de guerre incroyable, redouté, respecté dans toute l'Europe, célèbre pour ses charges de cavalerie décisives, que ce soit pour donner la poursuite à l'ennemi, comme à Iéna, ou littéralement lui rouler dessus, comme à Eylau. Murat, il aimait bien rouler sur les gens, c'était son truc. Devenu roi de Naples et mari de Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon, il va souvent se retrouver dans des situations compliquées, tiraillé entre sa fidélité à l'empereur, qui est réelle, et pas toujours réciproque d'ailleurs, et la situation géopolitique de l'Italie et de son royaume de Naples. C'est pourquoi il va s'entendre avec les Autrichiens à partir de 1813, mais aussi tenter d'unifier l'Italie avec une vraie pensée, mais malgré cela, il fera partie des derniers fidèles de l'empereur dès le retour de l'île d'Elbe. Et si Napoléon n'a pas voulu de lui pendant les 100 jours, c'est uniquement parce qu'il a mis à mal son plan, un peu bancal d'ailleurs, en attaquant les Autrichiens en Italie. Et je préfère vous dire tout de suite que si on avait eu Murat à Waterloo, les choses auraient été sans doute bien différentes qu'avec Ney à la tête de la cavalerie. Murat finira exilé en Corse, puis capturé en Italie et exécuté par les Bourbons Sicile. Telle fut la fin de ce géant. Maintenant que j'ai dressé rapidement sa biographie, laissez-moi vous citer quelques-uns de ses faits de gloire, et il y en a un paquet. Le premier fait notoire de Murat, c'est sa rencontre avec Bonaparte, ce fameux 13 Vendémiaire, lorsque le général corse est chargé de réprimer l'insurrection royaliste qui menace le Directoire et qu'il charge Murat d'aller chercher les canons au camp des Sablons, ce que le futur maréchal fera avec brio. À partir de là, les deux hommes ne vont plus se quitter. Bonaparte l'emmène avec lui en Italie où Murat se couvre de gloire grâce à ses charges furieuses, son courage, son panache, et là il commencera à se faire un nom. Puis il l'embarque en Égypte où une fois de plus Murat est décisif, notamment lors de la bataille d'Aboukir, où sa charge permet littéralement de rejeter les Turcs à la mer. En 1799, il soutiendra à nouveau Bonaparte lors du coup d'État du 18 Brumaire, lorsque les députés vont commencer à s'agiter, à crier au tyran. Eh bien, c'est Murat qui entre dans la salle avec ses troupes et lance aux parlementaires « Citoyens, vous êtes dissous », puis, s'adressant à ces hommes, « Foutez-moi tout ce monde-là dehors ». Quelle classe quand même, hein. Vous imaginez cette scène aujourd'hui à l'Assemblée avec des gros grenadiers qui foutent tout le monde dehors?
Vous imaginez Dupond-Moretti qui s'enfuit par la fenêtre? J'en ai des frissons en tout cas. Lors de la seconde campagne d'Italie, il confirme son rang de chef de guerre intrépide et redoutable à la tête de la cavalerie. Berthier dira qu'après Marengo, Murat avait ses habits criblés de balles. Car Murat, c'est ça aussi. C'est un homme qui, en plus d'être une véritable bête de guerre, s'expose énormément, mais sait s'habiller avec style et éclat. Quand Murat arrive sur un champ de bataille, avec ses chapeaux blancs à plumes d'autruche, ses habits rouges, ses bottes en cuir jaune, tout le monde ne voit que lui. Là, sur ce tableau, autant vous dire que son pantalon, c'est pas un legging d'Omios. Tout le monde ne voit que lui, et dans les rangs adverses, tout le monde veut le buter. Il faut bien se rendre compte de ça aussi avec Murat, parce qu'on peut le trouver un peu excentrique avec ses tenues, mais c'était aussi une manière de dire « venez me chercher ». Et le pire, c'est que personne n'y parviendra jamais. Il y a d'ailleurs une anecdote durant la retraite de Russie racontée par un exilé français. Un cosaque descend de son cheval, il aperçoit Murat, il se place sur sa selle, il place son fusil en appui sur sa selle, prêt à tirer quand un vétéran cosaque lui relève son canon et lui lance « La vie d'un tel homme ne t'appartient pas ». On a aussi des récits qui rapportent qu'en pleine bataille, alors que l'action est à son comble, quand Murat paraît sur son cheval, un lourd silence s'installe, le feu s'arrête. Dans les rangs français, tout le monde se dit « c'est Murat ». Et dans les rangs adverses, c'est la même rengaine, c'est Murat. Aujourd'hui, quand Jean Castex rentre quelque part, tout le monde s'en tape. Outre son rôle à Austerlitz, à Iéna, en Russie et dans tant d'autres batailles, ses deux plus grands faits de gloire sont sans doute la poursuite des Prussiens après Iéna en 1806 et la charge d'Eylau, bien sûr. En 1806, nous sommes donc après la victoire écrasante d'Iéna. Napoléon donne l'ordre à Murat de poursuivre l'ennemi avec sa cavalerie, ce qu'il fera à merveille, et ce jusqu'au fin fond de la Prusse, faisant des dizaines de milliers de prisonniers, capturant les places, les drapeaux et les canons. C'est un cas unique dans l'histoire, car en 3 semaines, c'est toute l'armée prussienne qui est mise hors de combat, et Murat écrira à l'empereur ce mot célèbre en s'inspirant du Cid: « Sire, le combat fini, faute de combattants ». Ce qui prouve à la fois qu'il adorait taquiner du Prussien, ce qui est une qualité non négligeable à mon sens, mais aussi qu'il était un fin lettré. Et ça on l'oublie parce qu'on préfère nous présenter Murat comme une bête de guerre, ce qu'il était, mais un peu bourrin et un peu crétin sur les bords, ce qu'il n'était pas du tout. Et le deuxième fait de gloire, sans doute le plus connu, mon préféré, c'est la charge d'Eylau en 1807. Et quelle charge! Alors que la bataille est très incertaine, que les Russes poussent, Napoléon, dans un dernier espoir, se tourne vers le maréchal Murat et lui lance « Vas-tu nous laisser dévorer par ces gens-là » Sur quoi Murat rassemble toute la cavalerie disponible. 12 000 hommes et lève l'une des plus grandes charges de l'histoire, rétablissant ainsi la situation. Il faut bien se rendre compte de ce qu'a pu être cette charge d'Eylau. 12 000 cavaliers, des cuirassiers formant une masse de fer s'abattant sur l'ennemi, faisant trembler la terre tel un séisme. Pour vous dire, on a rapporté des arrêts cardiaques dans les rangs russes, tellement les mecs étaient pétri de terreur. Et là, on parle pas de n'importe quel soldat, hein. Vous m'auriez dit des Anglais, j'aurais dit bon ok. Là, on parle des Russes. Des combattants redoutables, en plus d'être sous vodka, dont Napoléon disait que même mort, il fallait encore les pousser pour qu'ils tombent. J'ai failli oublier un dernier fait notoire concernant Murat. Bon, il y en a tellement, mais sa propre mort était digne de l'homme qu'il fut. Lorsqu'il tentera en 1815 de reconquérir son royaume de Naples, il sera capturé et rapidement condamné à mort par les Bourbons-Sicile, et face au peloton d'exécution, il se montrera digne et brave jusqu'au bout. C'est le prince Murat, son descendant, avec qui j'ai eu le plaisir de déjeuner récemment, soyez pas jaloux, merci, qui raconte ça. Le peloton était tellement intimidé à l'idée de tirer sur Murat qu'il a dû s'y reprendre à 2 fois. La première fois, il le rate, mais lors de la deuxième salve, c'est Murat lui-même qui leur commande de tirer et de viser droit au cœur. Et même là, il s'est effondré, mais il n'était même pas mort. Criblé de balles dans la poitrine, et cette bête de guerre respire encore. Ainsi était le maréchal Murat, ce simple fils d'aubergiste devenu une légende de la Grande Armée. Merci à tous pour votre attention, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce nouveau format thématique vous convient. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois, mais c'est vraiment pas facile. La semaine prochaine, on parlera d'un autre brave de la Grande Armée, le brave des braves, le maréchal Ney. À bientôt.